David Marais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes Occitanie pour Air France KLM. Alors, histoire de planter le décor, Air France KLM, ça représente combien de salariés sur Toulouse, la métropole? Air France sur l'Occitanie, c'est 2200 salariés, c'est de la maintenance, c'est de la vente, c'est de l'informatique. Ce sont les équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle pour l'avenir. Ce sont ce qu'on appelle les recettes commerciales. C'est un ensemble, c'est un écosystème, c'est la deuxième base d'Air France en France, après l'Île-de-France. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de la CPME. Alors on se dit Air France, CPME. Air France, on imagine tout de suite les grands groupes, le côté très corporate. Mais pas seulement, il y a des produits qui existent chez vous pour les PME et les TPE. Effectivement, Air France propose tout un panel, un éventail d'offres pour les entreprises qui sont segmentées selon la taille de l'entreprise et selon les besoins de déplacement. Vous trouverez un produit pour les TPE et les PME qui s'appelle le Bluebees, qui, outre l'avantage financier qui se déclenche dès le premier achat, propose tout un éventail d'avantages pour vos collaborateurs, pour les collaborateurs, qui permet d'offrir de la flexibilité, de la simplicité, une certaine reconnaissance corporate et puis des facilités de paiement pour les entreprises. Pourquoi on se dit que les TPE et les PME n'y pensent pas forcément, justement, il y a une dichotomie entre l'image d'Air France et... Non, c'est une bonne question et en fait, je pense que les entrepreneurs des TPE-PME ont parfois autre chose à faire. Elles se concentrent sur le cœur de métier de leur entreprise et donc nous, les forces commerciales qui sont présentes aujourd'hui, sont là justement pour pouvoir permettre à ces acteurs de l'Occitanie, du tissu économique, d'avoir accès à nos forces commerciales et de pouvoir contractualiser rapidement ces contrats. C'est des contrats très simples, faciles d'accès, dont l'utilisation des avantages se fait exclusivement sur notre réseau de distribution. Oui. Donc vous dites, on va vous soulager, on s'occupe de tout. On sait que vous avez une nez dans le guidon parce que vous êtes des entrepreneurs. On va vous faire ça de façon très simple. Effectivement, c'est un produit simple, facile d'accès et qui est rentabilisé dès le premier euro. Vous envisagez une coopération justement avec la CPME. Effectivement, et ça se matérialise aujourd'hui avec cette garden party à laquelle on est très heureux d'être associé, puisque les forces commerciales sont là justement pour assister ces entrepreneurs. On le disait tout à l'heure, ces entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon. Et donc, nous sommes là pour les aider à contractualiser et simplifier cet acte auprès d'Air France KLM. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Dernière question. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de contractualisation de contrats et surtout de satisfaire tous nos clients qui auront tenté l'aventure avec nous. David Marais, je vous remercie. Merci à vous. Rémi Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes pour la région sud-ouest chez EDF Commerce. Alors EDF Sud-Ouest, en quelques chiffres, histoire de bien vous situer. D'accord, donc EDF Commerce Sud-Ouest, donc c'est en fait 400 collaborateurs sur le marché d'affaires qui accompagnent 200 000 entreprises et 10 000 collectivités dans leurs projets énergétiques. Vous êtes un partenaire historique de la CPME 31. Pourquoi cet engagement? Alors effectivement, ça fait plus de 15 ans qu'on est partenaire de la CPME 31. Alors pourquoi ce partenariat? Tout simplement pour matérialiser finalement le fait que EDF, c'est une entreprise qui se positionne au service des entreprises, des entrepreneurs, pour les accompagner dans leur quête de performance. Quels sont les besoins spécifiques particuliers des entrepreneurs Alors, le premier besoin, c'est déjà d'optimiser les contrats de fourniture d'énergie, que ce soit d'électricité, de gaz. Ils ont des besoins d'accompagnement sur tout ce qui est service d'efficacité énergétique, donc pour mieux et moins consommer. Ils ont également des besoins de services de gestion, finalement pour leur simplifier la gestion au quotidien. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'engagent dans un certain nombre de projets concrets qui concourent à la transition énergétique. Je vais prendre un exemple concret. On a une entreprise qui avait par exemple une chaudière biomasse. Et donc sur cette chaudière, on a fait de la récupération de chaleur sur les fumées. Et cette chaleur, on l'utilise pour finalement sécher la biomasse qui est en entrée de la chaudière et améliorer le rendement, donc l'efficacité énergétique des installations. Vous sentez qu'on n'est plus en phase d'évangélisation, mais que les entrepreneurs ont pris la mesure de ces défis énergétiques? Moi, je pense qu'en tout cas, les entreprises sont relativement nombreuses finalement à avoir un plan sur la transition énergétique, la mise en œuvre de la transition énergétique et numérique. On est sollicité tous les jours finalement pour les aider dans leurs projets sur par exemple l'installation de panneaux solaires, donc en toiture ou en ombrière de parking.
Et la production d'électricité associée, elle vient en diminution de la consommation de leurs installations. Alors ça contribue à la performance financière des entreprises, parce qu'il y a un certain nombre de réalisations qui permettent d'être en cash flow positif dès la première année. On est sollicité pour les accompagner dans la mise en œuvre de flottes de véhicules électriques. Donc de flotte ou également d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour améliorer finalement vous voyez, le coût d'utilisation de ces véhicules. Il y a bientôt un effet de masse, un effet de levier. Vous sentez que ça frémit ou on en est où justement par rapport aux véhicules électriques? Alors sur les véhicules électriques, en France aujourd'hui c'est 1,5% des ventes. En Norvège on est à 60% du flux des ventes. Sauf que là, on voit une accélération des ventes qui est assez considérable. Il y a des nouveaux modèles qui apparaissent sur le marché et donc avec une autonomie plus grande. Si on prend par exemple la Nissan Leaf, eh bien, il y a deux modèles aujourd'hui qui sont disponibles. Donc une avec 300 km d'autonomie, une autre qui est un peu plus chère, qui a 450 km d'autonomie réelle. Donc c'est ça qui fera la bascule pour vous? Voilà, donc ça, je pense que ça va. Donc les progrès qui sont faits dans l'autonomie des véhicules électriques donc va conduire à une augmentation assez massive. Et je pense qu'il y a un deuxième point, en tout cas justement pour illustrer un peu le côté novateur de l'entreprise EDF. On a lancé il y a 3 semaines la première borne de recharge bidirectionnelle pour véhicules électriques en France. Ça veut dire quoi, bidirectionnel? Alors, bidirectionnel, ça veut dire que finalement l'électricité, elle va aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va recharger le véhicule lorsque l'électricité sera pas chère, donc pendant les heures creuses, et lorsque finalement il y a des pics de puissance, typiquement à 19h, quand tout le monde rentre chez soi, allume son four, etc., eh bien on va utiliser l'énergie résiduelle de cette batterie pour répondre à l'équilibre offre-demande. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Pourquoi? Parce que finalement, on va rémunérer le client pour le service rendu au système électrique. Donc là, le client, il va rouler à prix négatif. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. On vous sent enthousiaste, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un potentiel de développement considérable. Je pense que ça va changer les équilibres. Vous voyez, il y a une inversion du modèle économique. Avant, on payait, maintenant, on va être payé. Et ça change tout. Donc le premier démonstrateur de ce type en France a été réalisé avec une entreprise du Sud-Ouest, donc une entreprise qui travaille sur la région donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc là, une entreprise au travail, pour ne pas la citer. Et là, on a de nombreuses sollicitations. Il y a eu des articles hier dans la Tribune, dans Le Monde, Le Figaro, etc., sur cette première. C'est une solution qui peut s'adapter aussi aux PME? Parce qu'on pense naturellement que c'est au-delà d'un certain seuil, j'imagine, d'employés, de la structure un peu plus importante, mais ça marche aussi pour les PME? Moi, la réponse que je ferais, c'est que c'est surtout finalement pour les PME, pour les entreprises, parce que c'est une borne de recharge rapide. Donc la puissance nécessaire, c'est 11 kW. Donc tous les particuliers n'ont pas une puissance souscrite aussi élevée chez eux. Par contre, la plupart des entreprises ont cette puissance-là. Ça permettra de recharger le véhicule plus rapidement et puis d'être une source de revenus pour l'entreprise. Le meilleur des mondes. Merci beaucoup, Rémi Lambert, d'avoir répondu à mes questions. Merci bien. Bonsoir. Xavier Doué, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPME 30. Alors, quelles sont les valeurs spécifiquement de la CPME et encore plus particulièrement de la CPME 30? Je crois que ce sont les valeurs des entreprises dites patrimoniales qu'on pourrait remplacer par le terme entreprise à taille humaine, ce qui permet de ne pas avoir de différenciation entre les grandes et les petites. Nous ne représentons pas nécessairement les petites, nous représentons les entreprises à taille humaine, les entreprises patrimoniales qui peuvent être grandes ou petites. Pour nous, ce n'est pas question d'opposer les grandes et les petites, on dit simplement qu'il ne faut pas les confondre. D'accord. Pourquoi il ne faut pas les confondre? Il ne faut pas les confondre parce que les attentes ne sont pas les mêmes et les services ne sont pas les mêmes. Vous avez dans des grandes entreprises des services RH qui sont en capacité de gérer beaucoup de choses et elles le font en général assez bien. Mais le chef d'entreprise de TPE, PME, lui doit s'occuper de tout. Et pour ces raisons-là, il faut adapter les règles et éventuellement les lois au fonctionnement des TPE et des PME. En clair, il faut rendre ça, il faut donner de la flexibilité. Quelles sont les spécificités du tissu économique gardois?
Eh bien, je dirais qu'on a un petit peu de tout. On a beaucoup d'agriculture, on a beaucoup de services à travers l'industrie touristique. On a aussi de l'industrie sur le Garaud-Dagnien et sur le bassin alésien, mais aussi sur le bassin nîmois. Donc, on est un territoire assez hétéroclite au niveau de la typicité des entreprises. Alors, Xavier Doué, vous allez devoir me convaincre. Donnez-moi envie de vous rejoindre. Ah, c'est une question très difficile, mais je dirais que pour nous rejoindre, il faut être convaincu. Il faut être convaincu d'une chose, il faut être convaincu que la CPME fait du bien aux entreprises de taille humaine, qu'elle les représente bien, qu'elle les défend bien, qu'elle les accompagne bien, qu'elle les forme bien. Tout ça, c'est ce qui doit donner envie aux chefs d'entreprise de nous rejoindre. Il suffit de pousser la porte et ensuite il y a tout un monde de réseau, de C'est ça, partage et c'est d'entraide ça. qui se met en place. Tout à fait, et j'aurais tendance à dire que c'est une communauté, puisqu'il règne à la CPME Gare, mais je crois que c'est dans toutes les CPME, c'est pas propre uniquement aux gares, un esprit de camaraderie ou un esprit d'amitié qui fait qu'il y a une entraide, il y a du dialogue, et ensemble, on arrive à trouver des solutions, en tout cas à sortir de son quotidien, et c'est ce qui fait du bien à nos chefs d'entreprise gardois. Dernière question, Xavier Doué, les ambitions de la CPME 30. Bon, je crois que naturellement, les ambitions de la CPME 30, c'est de croître, mais pas simplement croître pour grossir ou grandir, c'est vraiment pour que notre communauté soit plus large et que donc nos messages passent de plus en plus au niveau des instances gardoises, mais bien au-delà, au niveau des instances Occitanie, mais aussi au niveau du national. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est moi. Grégory Blanc-Villain, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPME 34. Alors, une petite spécificité, vous avez lancé très récemment le premier comité des parties prenantes. Expliquez-nous, là, c'est tout chaud, c'est tout neuf. C'est tout neuf, effectivement, c'était la semaine dernière. On a lancé en présence de la députée Coralie Dubost notre comité des parties prenantes. Alors, Kesako, j'ai envie de vous dire, effectivement, ça vient du volet 3 RSE de la loi Pacte, qui a été amendé d'ailleurs la semaine dernière, qui permet aux entreprises, à toutes les entreprises, de passer en entreprise à mission, société à mission, pour se doter d'une mission sociétale environnementale. Nous, à la CPME de l'Hérault, effectivement, on a considéré que c'était très important et que ça pouvait vraiment fédérer toutes nos TPE-PME, de valoriser tout ce qu'elles font déjà au quotidien. On va dire les grosses entreprises peuvent avoir un responsable diversité, un responsable RSE. Les TPE-PME, on en fait tous au quotidien, que ce soit en interne avec nos salariés ou si on n'est pas attentif et qu'on ne donne pas du sens à leur travail, on ne gardera pas nos talents. Et que ce soit au niveau de l'environnement extérieur où on est déjà tous très impliqués dans la vie économique et on fait attention au développement. Donc pour valoriser tout ça, on va mettre en avant autour de ce comité des parties prenantes ce volet 3 de la loi Pacte. Voilà. Ça veut dire que ces énergies existaient, elles étaient disséminées, on sentait que c'était des valeurs qui étaient partagées par les membres de la CPME 34, et vous avez eu envie de les agréger pour être plus fort, pour mettre en avant, pour structurer. Alors c'est pour structurer et effectivement pour rationaliser un peu les actions. Donc autour de la table, dans notre comité des parties prenantes qui vient d'être lancé, on a la CCI de l'Hérault, on a la Chambre des métiers, on a l'URSSAF, on a le Pôle emploi, on a plein de réseaux comme FAS, comme la Jeune Chambre économique, comme 60 000 rebonds qui sont dedans. On a des institutionnels, on a la région Occitanie, le département de l'Hérault, on a la communauté de communes du Pic Saint-Loup. L'objectif c'est aussi de mieux se connaître, de mieux connaître toutes les actions que tout le monde fait sur le terrain pour mieux les communiquer et à un moment arrêter de dépenser de l'énergie à essayer de réinventer à chaque fois l'eau chaude alors que finalement il y a toujours un des acteurs qui a un dispositif qui fonctionne. Donc c'est aussi vraiment ce but de fédérer toutes les énergies à un moment de rationaliser nos actions et ça aussi c'est être responsable. C'est un des axes qui font qu'on a envie de rejoindre la CPME 34. On se rend compte effectivement que c'est des valeurs qui fédèrent et surtout je pense que c'est des valeurs d'avenir. On voit très bien ce qui se passe au niveau de l'environnement, du climat. On sait qu'aujourd'hui... On ne peut plus faire l'autruche, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il faut arrêter. Ouais. Et je pense qu'en plus on en est très bien conscient quand on est au quotidien dans nos TPE-PME et avec nos salariés. Si on ne donne pas du sens à ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr que les entreprises sont là pour faire du profit, mais s'il n'y a pas un côté solidaire et un côté vraiment d'ambition sociétale dans la démarche qu'on a, nos entreprises, on n'arrivera pas à attirer des talents, on n'arrivera pas à les garder, on n'arrivera pas à même communiquer auprès de nos clients, quoi. Donc voilà.
Grégory Blanvillain, c'est quoi la prochaine étape, la prochaine ambition de la CPME 34? La prochaine ambition, c'est d'être beaucoup plus représentatif sur tout le territoire. On a lancé aussi des antennes territoriales. Là aussi, c'est être responsable que d'arrêter de faire déplacer tous les gens pour des réunions absolument dans la grande ville du département. Donc on est en train de monter des antennes un petit peu partout dans l'Hérault. On a déjà une grosse antenne sur le côté ouest Hérault avec le Biterrois. On a une grosse antenne qui est en train de se développer sur le côté nord-est de Montpellier, Pic-Saint-Loup. Et on veut comme ça rationaliser toutes nos actions pour aller au plus près des entreprises qui n'ont pas le temps de se déplacer en permanence pour venir absolument dans la métropole ou dans la grosse ville. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Marceau Falcou, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Falcou Traiteur. Alors quand on vous demande de pitcher, d'expliquer en 3 phrases quelle est votre activité, de nous faire rêver, de nous donner envie, qu'est-ce que vous dites aux gens? Alors déjà, 3 phrases, c'est très très difficile pour moi, mais en fait, je vais essayer de faire court. Non, je plaisante. Oui, Prenez oui. le temps, mais vous voyez, c'est que comme aujourd'hui dans le monde moderne, on demande aux start-upers de pitcher, on demande Bien aux gens sûr. de résumer leurs pensées. Mais vous, donc c'est un métier Alors, qui c'est un est quand métier même, de passion, bah oui. c'est un métier extraordinaire, c'est un métier qui est nouveau, ça les gens l'oublient très vite, c'est un métier qui a 30, 35 ans, 40 ans, pas plus. Parce qu'au départ, ce sont des gens de boutique, hein, les grands noms que l'on connaît, les Potel-les-Chabots, le nôtre, Dalloyau, tous ces gens-là sont des pâtissiers, des épiciers qui ont des boutiques. Et aujourd'hui, nous avons des traiteurs, organisateurs de réception, qui, eux, travaillent dans des laboratoires agréés aux normes européennes et qui n'ont aucun point de vente en direct avec leurs clients. Donc ça se passe sur réservation. Alors après, bon, c'est un métier passionnant, on est capable de proposer maintes et maintes choses, des thèmes totalement différents, des décors aussi. L'art culinaire est au centre de notre profession, évidemment, parce que Patrice, mon frère, comme moi, tous les deux, nous avons créé la société Falcou Traiteur en 1983. Nous sommes 2 cuisiniers de métier, passionnés par la cuisine et aussi par le changement. La règle de ce métier, c'est de ne pas proposer toujours la même chose. Il faut se réinventer Il constamment. faut se réinventer constamment, il y a beaucoup de créativité. Et c'est là tout le charme de ce métier, de ce plaisir que l'on a à partager avec nos équipes. C'est d'inventer, de créer, d'apporter des choses nouvelles. Quels sont vos facteurs différenciants par rapport à la concurrence? Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi votre plus? Notre plus, je pense, au jour d'aujourd'hui, c'est d'être... on a toujours été très discret chez Falcou Traiteur. Nous ne sommes pas des communicants parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que cuisinier, nous sommes des gens de l'ombre. Hein, parce que les cuisiniers, on les... Oui, mais voit les cuisiniers sont pas sortis beaucoup. de la cuisine, Voilà, les cuisiniers sont sortis grâce à Bocuse. Maintenant, il faut se Exactement, montrer. Exactement. Donc c'est ce que nous faisons, mais nous nous montrons, mais nous ne communiquons pas spécialement via les réseaux, enfin, ou très peu. Enfin, on le fait, mais voilà, c'est pas notre fer de lance, et c'est pas là-dessus qu'on a créé notre réputation. Nous, c'est plutôt un travail de bouche à oreille qui a très, très bien fonctionné. On a une particularité, c'est qu'on n'a pas de commerciaux chez nous. Hein. On a des gens qui font des devis. On n'a que du rentrant, on a des gens qui nous appellent et on fait des devis toujours personnalisés avec des produits de très belle qualité. C'est le fer de lance. Et comme je dis, si on ne faisait pas un bon travail, c'était pas la peine de le faire, hein, surtout quand on aime son métier. Donc on a toujours cette philosophie. L'entreprise a poussé, elle a grandi petit à petit, elle s'est structurée de mieux en mieux. Elle s'est équipée, elle est très très proche de ses salariés. On travaille vraiment comme si on était dans un milieu sportif, hein, c'est-à-dire on est toute une équipe, comme je dis souvent, le plongeur est aussi important que le chef de cuisine, parce que si le chef de cuisine n'a pas de bons outils propres, eh bien, il ne peut pas faire du bon boulot. Et tout est comme ça chez nous. On a une perspective sociétale aussi qui est très importante. On a la chance d'avoir un terrain autour de l'entreprise. On a fait 2 grands jardins participatifs où on plante nos légumes pour le personnel. Enfin, il y a toute une histoire. C'est une entreprise familiale, hein, donc on est très proche de nos salariés. On bosse main dans la main, ils nous le rendent bien. On fait un très bon travail, je pense. Comment on fait pour qu'une entreprise un peu traditionnelle, comme vous la décrivez, se différencie et survive dans ce monde où tout est numérique, dans ce monde où tout est personal branding, dans ce monde où il y a les Instagrammeurs, les Instagrammeuses qui photographient leur petit-déj ou ce qu'il y a devant eux? Je pense qu'il faut être tout simplement naturel. Il faut être ce que l'on est, quoi. Il faut respecter les autres. On aime les gens quand on est cuisinier, c'est comme un médecin. On ne peut pas ne pas aimer, on ne peut pas soigner si on n'aime pas. Et nous, on ne peut pas nourrir les gens, leur faire plaisir au niveau gustatif, si on n'aime pas les gens. Donc,
de nature, on aime les gens. Et à partir de là, on reste naturel, on reste ce qu'on est, et puis le message passe bien. Voilà, on est à l'écoute des personnes, et puis à partir de là, cette tradition, on essaye aussi de lui donner de la créativité, de la modernité par le travail. Voilà, peut-être pas assez chez nous vers les communicants et les communications. De toute façon, si vous aviez dû le faire, vous l'auriez déjà fait en termes de Oui, stratégie. certainement. Dernière question, Marceau Falcou, c'est quoi les dernières tendances? Qu'est-ce que les gens qui assistent à des événements ont envie de manger? Vraiment, vous sentez quelque chose qui frémit, où il y a une tendance de fond? Qu'est-ce qui marche bien? Complètement. Aujourd'hui, on est en train de quitter le monde du cocktail comme on l'a connu ces 10 dernières années, c'est-à-dire sur des petites pièces, travailler 20-25 pièces par personne sur un cocktail. Bon, ça plaît de moins en moins et ça se comprend. On a envie de croquer, on a envie de ressentir les bons produits, les bonnes choses, les produits naturels, ce qu'on a toujours fait chez nous, sans trop le dire, mais on a toujours travaillé auprès de producteurs locaux. On a des liens d'amitié avec des gens qui nous fournissent. Et aujourd'hui, on est en train de ramener le végétal sur les buffets, on est en train de ramener le bois, on est en train de ramener tout en ayant un côté classieux, parce que c'est important de rester dans ce monde un petit peu de bon aloi, quoi. Il y a aussi des espaces de démonstration. Tout à fait, on travaille sur... On a des îlots avec des thématiques. Voilà, on travaille devant le client de plus en plus. C'est très très plaisant. Ça, c'est sur le geste, c'est pour montrer l'authenticité. Voilà, on essaye d'aller plus loin même, parce qu'on l'a déjà tenté, on a déjà monté des cuisines, donc inox, comme on a chez nous les vraies cuisines traditionnelles, au centre de buffet, et faire toutes les préparations devant les gens, en décalé, et travailler devant sur des buffets où il y a pas mal de monde, et ça a très très bien fonctionné. C'est quelque chose qui est un peu lourd encore au jour d'aujourd'hui à mettre en place. On l'a déjà testé, c'est super. Les gens, ils sont vraiment waouh. De toute façon, on est obligé de se réinventer. Parce qu'ils ont la télé en direct. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Marceau Falcou, merci d'avoir répondu. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Alain Di Crescenzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CCI Occitanie. Alors, on est ici aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée Générale de la CPME. Il s'est passé pas mal de choses. Quelles sont les relations que vous avez justement entre la CCI et la CPME? Alors, les relations entre moi et la CPME, déjà, elles sont très intimes, puisque je suis adhérent depuis 30 ans à la CPME. C'est à cause ou grâce de la CPME que je suis rentré à la Chambre de commerce de Toulouse comme conseiller technique. Il y a, à mon avis, une quinzaine d'années. C'est à cause ou grâce de la CPME que je me suis présenté donc à la présidence de la CCI de Toulouse. Et c'est encore avec la CPME que j'ai entrepris de me présenter à la Chambre de région. Voilà. Donc on a un parcours très important. On a un parcours personnel et aussi un parcours institutionnel, puisqu'il existe ici, sur ce territoire, notamment sur la Haute-Garonne, un fonctionnement qui est assez particulier, où nous avons décidé d'avoir dans nos chambres de commerce uniquement des élections patronales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaie de faire une liste avec à la fois des adhérents de la CPME et des adhérents du MEDEF, et d'avoir une seule liste patronale pour lever le défi de la création, du développement et de la transmission d'entreprise. Et ça marche? C'est pas un attelage fait de briques et de broc? Non, ça marche très bien. Alors pourquoi ça marche? Alors moi j'ai eu la chance d'arriver à cette période-là. Avant ça marchait pas comme ça. Je dirais il y a une quinzaine d'années, donc il y avait des listes qui se tiraient un peu la bourre entre MEDEF et CPME, mais au fond c'est assez stérile je trouve, parce que quel est le client? Quel est l'objet de tous nos désirs, de toutes nos convoitises? C'est l'entreprise. Et l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, un peu plus grande, c'est la même. Et donc le fait de dire, de chasser en meute, et de dire l'union c'est la force, c'est la bonne solution. Et moi je n'ai que des éloges à faire de ce fonctionnement. Voilà, nous fonctionnons les mains dans la main, et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que je trouve que cette représentation de l'entreprise est fondamentale. De ce que vous avez entendu ce soir, qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui vous a peut-être même donné des idées, ou qui vous a dit ça va dans le bon sens? Je ne peux pas prendre des idées de Samuel, c'est impossible, c'est l'autre sens. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la transmission, quoi. Voilà. Moi, je crois que l'événement d'aujourd'hui, c'est la transmission. Entre des sortants qui ont beaucoup travaillé, qui ont une certaine maturité par rapport à leur âge, la fonction, et puis ce jeune Samuel qui arrive. C'était une véritable passation de relais. Et je dis s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas échouer, nous entrepreneurs, nous patrons d'institutions, nous patrons de mouvements patronaux, c'est la succession. Ça veut dire que la succession doit être meilleure que nous.
d'accord, doit être plus dynamique, plus agile, relever plus de challenges. Et c'est comme ça qu'on doit la satelliter, la mettre sur orbite, de façon à ce que, quelque part, elle fasse mieux que nous. Et ce soir, j'ai vu ça. Donc, en premier, c'est ça, c'est un bel exemple. C'est de l'émotion. Et c'est de se dire que cette entreprise-là, cette PME, elle est au centre de tout, quoi. Elle est malmenée, elle est en difficulté, elle est incomprise, mais elle est au centre de tout. Et donc, il faut des organisations comme la CPME, il faut des organisations comme les chambres de commerce, les chambres des métiers, pour relever ce challenge de l'entreprise, de la PME, qui lève tous les challenges, puisque c'est la première créatrice de valeur ajoutée, la première créatrice d'emploi, de dynamique, y compris industrielle. Il faut conserver cette pépite-là. La relève est là, donc, comme vous l'avez souligné. De quoi demain sera fait? On sait aussi que par rapport au CCI, on parle d'une modification du champ, on parle de turbulences, on se pose des questions sur leur avenir. Vous êtes confiant, vous êtes attentif, oui, attendez, c'est plus du turbulence, c'est un raz-de-marée. Oui, non, mais j'étais un peu dans l'understatement, mais histoire de vous préserver, Alain Di Crescenzo. Non, mais je suis suffisamment abîmé pour continuer. Non, on vit une période assez désagréable, exagérée, je dirais même un peu malsaine, pour être très précis. Moi, j'ai fait un mandat de CCI de Toulouse, où c'est vrai que j'avais dû faire quelques économies. J'avais baissé de 23% mes effectifs au fur et à mesure des départs des personnels, fait des économies. Et là, si vous voulez, Bruno Le Maire, parce que c'est de lui dont il s'agit, a décidé de couper globalement 50% de nos ressources. Alors, si vous voulez, c'est injuste, injustifié, difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est quoi les chambres de commerce? C'est des missions, mais c'est une société de service. Ça veut dire que derrière ces économies, il y a des femmes et des hommes. Il y a à peu près 20 000 personnes dans les chambres de commerce, puisque vous savez que je suis premier vice-président national, et ça veut dire que quelque part, je vais devoir me séparer d'un tiers de mes effectifs. Et depuis mon mandat à la chambre de commerce et d'industrie de région, il y a 2 ans, et le mandat parisien, je ne fais que vivre des restructurations, des restructurations, des restructurations. Alors, je trouve que c'est injuste parce que globalement, on ne connaît aucune collectivité, aucun service public qui a été mis à la diète comme ça. Est-ce qu'on crée de la valeur? Non, je ne crois pas. Je crois que nous détruisons de la valeur. D'autant plus, si vous voulez, on en a parlé ensemble, il y a des cycles économiques. On est dans un cycle économique avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui était plutôt un cycle haussier. Et c'est là qu'il faut accompagner les entreprises. C'est là qu'on ne doit pas lâcher. Et c'est dommage de lâcher sur les chambres de commerce, qui est on fait une erreur de focale, on fait des économies de bout de chandelle. Oui, je crois qu'on fait une mauvaise politique là-dessus. On fait une mauvaise politique qui part sans doute, bon, les gens ne sont pas méchants, d'une mauvaise analyse, de mauvais rapports, etc. Et moi, je fais partie des... Enfin, concrètement, il va y avoir des conséquences, il va y avoir moins d'aide apportée, moins de services aux entreprises. Donc, en cascade, il va y avoir une dégradation du service rendu. Voilà, du service aux entreprises. Alors enfin, qui va le faire et ce qui est... Non, il y aura. Il y aura, parce que, vous savez, on a toujours capacité à optimiser nos affaires. Mais de là à dire qu'on va fonctionner aussi bien avec 75% en moins, parce que par rapport à 2012, c'est 75%, c'est pas possible. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut arrêter donc ces coupes sombres aux 2 prochaines années. C'est-à-dire qu'on a prévu éventuellement 400 millions, il faut s'arrêter à 200 millions, et avec ça, le système peut repartir. Si l'État va au-delà, on va tuer les chambres de commerce sans élément de substitution. Je trouve que c'est dommage. Merci Alain Di Crescenzo d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt. À bientôt. Samuel Sed, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CPME Occitanie et aussi président de la CPME 31. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une passation de pouvoir, une révolution de palais, un bouleversement ou... Une simple et vulgaire élection et un passage de pouvoir auprès de l'Occitanie, où Gérard Ramon a officié pendant près de 30 ans. Et comme toutes les valeurs intrinsèques à celles du petit entrepreneuriat, qui sont la transmission et la formation, on a vu aujourd'hui une phase intéressante de transmission où les anciens, au sens noble du terme, ont considéré qu'il était temps de transmettre les actions, le pouvoir, la dynamique auprès de personnes peut-être plus jeunes. Alors, la jeunesse en soi, c'est une maladie dont on guérit finalement assez vite, à hauteur de 60 secondes par minute. Donc, il ne suffit pas d'être jeune, encore faut-il être bon, j'en conviens. Mais peut-être qu'ils ont parié, ils ont trouvé en nous, dans l'équipe que je préside, certes, mais nous sommes assez nombreux là-dessus. Il y a eu un renouvellement, une modernisation de
l'image de la CPME en tant que telle également, qui se veut beaucoup plus représentative avec des jeunes entrepreneurs qui ont une conscience. Alors c'est intéressant parce qu'on l'a du côté des salariés avec une volonté d'agir sur le fond, avec du sens, et on a également des entrepreneurs qui viennent avec une égale quête de sens et une volonté d'agir dans la société. Alors on a pudiquement appelé ça la responsabilité sociétale de l'entreprise. En réalité, c'est une quête de sens liée à la période et au monde dans lequel on vit, qui va très vite, plus fort, et qui permet peut-être pas assez de se poser, d'analyser et de comprendre les raisons pour lesquelles on agit. Au-delà de la réussite personnelle et de la réussite d'une équipe, il y a quand même une responsabilité qui pèse maintenant sur vos épaules, un autre champ d'action qui s'ouvre à vous, des leviers, des moyens de démultiplier votre action. Les priorités, c'est quoi ? On va travailler sur 3 axes en réalité, avec une force démultipliée, vous avez bien fait de le souligner, sur 3 axes, l'aspect syndical, c'est-à-dire revenir aux sources fondamentales de ce pourquoi on existe. Le deuxième axe, c'est la partie des services, puisque désormais, nous rentrons dans une logique de syndicalisme de services. Quels services allons-nous rendre dans nos entreprises ? Et dans quelle mesure ces entreprises-là, qui se retrouvent parfois seules, parfois pas assez ou mal conseillées, vont arriver à s'agglomérer autour d'un projet qui est le nôtre, et comment on va arriver à défendre leurs intérêts, parce qu'il y a un paradoxe. C'est qu'il n'a jamais été autant à la mode de créer son entreprise, il n'a jamais été autant à la mode d'entreprendre en réalité, et paradoxalement, on ne s'est jamais autant fait défoncer par des règles intenables, par des normes inapplicables, et qui sont taillées à la base pour les grandes entreprises. Et donc là, on a un rôle et on a un combat à jouer. Vous sentez qu'on vous écoute davantage ? Vous sentez que le gouvernement est plus réceptif ? Ou alors, si vous ne le sentez pas, en tout cas, vous vous dites on est suffisamment gros maintenant pour faire entendre notre voix et suffisamment structuré ? Vous avez raison, c'est malheureusement, mais c'est ainsi, souvent à la capacité de nuisance, on est jaugé ou jugé. Ça, c'est un mal français. Mais... c'est ainsi, alors on s'adapte. Nous, on a une capacité d'adaptation, on est résilient. Vous savez, un entrepreneur français qui réussit en France, c'est quelqu'un qui réussit dans le monde entier. Quelqu'un qui est capable de survivre à toutes ces règles, sous la mitraille, dans cet environnement hostile. C'est un peu, vous savez, comme les microbes qui résistent à toutes les antibiotiques désormais. Oui. Eh bien voilà, nous sommes les microbes et nous résistons... Les maladies nosocomiales. Exactement, nosocomiales, je vous le laisse ces propos. Je m'étais contenté de quelque chose de plus réduit. Mais enfin, je prends et on résiste à tout ça. Et quelqu'un qui est en capacité de résister à tout ça, c'est finalement quelqu'un qui développe une forme de résilience. Et pour ça que nos têtes et nos élites sont recrutées à l'étranger. Pourquoi ? Parce que nous sommes pluridisciplinaires. Et ça, on le doit à notre formation universitaire, décriée, il est vrai, mais qui apprend à apprendre, justement. Et ça, je trouve ça assez remarquable qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on fasse désormais appel à ceux que par le passé on rejetait. Il marche encore, ce modèle français, ou il est à bout de souffle ? Il ne me revient pas, moi je ne suis que de passage. Dans la vie ou dans un syndicat, on a la oui, vous ne pouvez pas botter en touche, Samuel. Je ne vais pas botter en touche, je vais vous dire que le système tel qu'il est, il est à bout de souffle, mais en même temps vient une génération derrière qui a des nouveaux paradigmes qui paradoxalement sont plus sociétaux, mais aussi orientés sur l'entrepreneuriat, qu'il soit individuel ou sur la possibilité d'agglomérer du monde autour de son projet. Donc j'y vois des perspectives passionnantes pour l'entrepreneuriat au sens large du terme. Alors il y a des choses qui arrivent, il y a des tests, on est en pleine croisée des chemins. Et on a c'est exaltant ou ça fait peur ? C'est exaltant. Pour un entrepreneur, c'est exaltant, il n'y a pas d'autre mot. C'est bien l'adversité, c'est bien justement le compromis. Je n'ai pas parlé de compromission. Le compromis, ça, c'est ceux qui gouvernent l'entreprise en réalité. Ça serait si simple s'il suffisait d'investir à tel endroit pour avoir des retours. Non, il faut investir dans des proportions, il faut en même temps traiter ce qui existe. C'est ça l'entreprise. Et ça ne s'envisage en réalité que par une forme de transcendance, oui, en réalité, une transcendance personnelle. C'est-à-dire, mon projet me dépasse et j'agglomère à celui-là tout un tas de personnes qui ne savaient même pas que j'existais il y a quelques mois avant que je les recrute. Et ça, je trouve ça, c'est virevoltant, c'est passionnant, c'est énorme. C'est intéressant parce que vous prenez à cœur et à corps ces enjeux sociétaux. D'aucuns diraient que c'est encore un dernier saupoudrage. D'autres, comme vous, dites non, il y a un paradigme qui change, on est à un point de pivot qui est fondamental. Oui. Comment on va accompagner ça et comment on va dépasser une première phase peut-être d'évangélisation pour faire comprendre qu'on ne pourra pas revenir en arrière et c'est le modèle de société dans lequel on vit et qu'on va construire ensemble. Alors, comment on va le dépasser, je ne le sais pas. Comment on va le dépasser, je ne le sais pas et nul ne le sait en réalité. Par contre, comment on va informer nos adhérents et les entreprises en réalité du territoire et en France, là on a un rôle important à jouer. On a un rôle important d'information, de communication, d'évangélisation, vous avez employé ce terme, et il est parfaitement exploité ici. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur... Rappelez-vous une étude de la BPI qui rappelait que 87%
des chefs d'entreprise considéraient que la numérisation n'était pas un sujet pour eux. Ça veut dire qu'on a une partie non négligeable de nos entrepreneurs qui pensent que la numérisation, c'est avoir un site internet, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est numériser ces processus de production. Que l'on vende de la viande, des sandales ou qu'on fasse. Mais vous le du savez bigos. au premier chef, c'est parce qu'ils ont le nez dans le guidon, c'est parce que Voilà. ils sont obligés de prioriser au jour le jour. Ouais. Donc comment on les sensibilise et comment on les va emmène aller les là. chercher avec les dents. Comme on dit. Oui. Voilà. On va aller les chercher. On a des équipes justement qui ont pour mission et vocation d'aller chercher les entrepreneurs dans leur solitude et dans la tête dans le guidon, comme vous le dites, dans leur certitude et surtout leur incapacité technique à lever la tête. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Tout le système nous entraîne vers le mensonge. Le mensonge de « on va savoir ce qu'on fait à 3 ans », alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Le mensonge de rassurer ses clients, ses fournisseurs, ses salariés. On est à la croisée de ces chemins-là et c'est de plus en plus dur. Il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a un marché qui devient de plus en plus dur et, il faut quand même le dire parce que c'est assez central et je voudrais que cet élément-là soit développé. C'est que tout, à ce jour, nous concourt vers la disparition des petites entreprises. Il va être de plus en plus coûteux, de plus en plus difficile de gérer des salariés pour des petites entreprises. Ça va être très coûteux. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir ces salariés qui vont soit devenir indépendants, soit être salariés des grands groupes. Parce que avoir une entreprise de 200 salariés ou de 400, c'est pareil. C'est la même chose. Vous êtes rentré dans une logique, une démarche de gestion par masse. Pardon de le dire comme ça, mais c'est ainsi. Et ça, c'est facile de monter en échelle. Par contre, passer de 1 à 3, à 5, à 8, ce sont chaque fois des changements fondamentaux. Quand vous dites on va taxer les contrats courts, quand vous dites désormais on va payer des frais de déplacement en trottinette pour venir travailler, ça va faire des coûts supplémentaires. Quand vous rendez difficile l'utilisation ou l'exploitation de fiches de salaire, etc., vous rendez tout ça, vous renchérissez le coût du travail, bien sûr, mais vous vous rendez de plus en plus difficile. Vous savez que l'ACOS avait montré une étude que 2/3 des fiches de salaire étaient fausses. 2/3. C'est pas étonnant, il y a près de 30 lignes. Et ça, ces éléments-là, tout nous pousse dans le même temps vers, à côté de ça, rendre les gens indépendants, comme ça sort du chômage. Moi, ça ne me dérange pas, ce n'est pas le problème à proprement parler, si c'est une démarche volontaire de la part je vous ai parlé de ces nouvelles générations qui s'envisageaient comme ça. C'est quand même l'entrepreneuriat, je ne viens pas ici promouvoir l'esprit d'entreprise et me plaindre que telle ou telle personne souhaite se lancer. Mais vous soulignez qu'il peut y avoir un effet pervers, c'est qu'on ne le choisit pas forcément, et quand c'est contraint, il y a moins d'esprit d'entreprise et c'est plus quelque chose qu'on nous... Assurément. Pensez que la petite entreprise agit dans son unique intérêt, c'est un tabou ultime, et il faut le rappeler, parce que la modification de l'article 1833 du Code civil qui modifie l'objet social de l'entreprise, rappelait que l'entreprise crée de la richesse dans l'intérêt de ses actionnaires. Ça devrait être ça, le fondamental. D'accord ? Ça devrait être ça. Et ensuite, pour arriver à cela, il y a recruter. C'est pas facile de recruter. Agglomérer des personnes autour de son propre projet, c'est déjà un challenge, c'est déjà quelque chose d'important. Mais vouloir obliger, alors même vous êtes entrepreneur, vous êtes caution de tout, vous êtes responsable de tout. Et vous voudriez donc en cas d'échec supporter seul l'échec et en cas de réussite devoir partager les fruits de votre réussite. C'est étonnant. C'est pas en phase avec la société judéo-chrétienne dans laquelle nous vivons, qui vient justement valoriser le risque. Et ça, c'est un sujet. Dernière question, Samuel Sett. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre mandat, idéalement ? On peut me souhaiter d'avoir la capacité de fédérer du monde autour d'un projet qui est le nôtre, parce que la tâche va être ardue, parce que nous sommes tous retenus, nous sommes tous chefs d'entreprise, c'est ce qui fait notre force, et en même temps c'est ce qui rend la difficulté d'être en capacité de pouvoir consacrer à temps plein les choses pour notre organisation. Donc être assez persuasif, assez fédérateur, si j'ose dire, pour pouvoir agglomérer autour de notre projet, CPME Occitanie et CPME 31, nos projets, nos surfaces de développement, et on verra que plus on sera nombreux, ça va y avoir un aspect vertueux à cela. Plus on va être nombreux, pardon pour la banalité de mes propos, mais c'est ainsi, plus on va être nombreux, plus on va être nombreux. Ça va faire un effet d'entraînement qui va être vertueux, et moi, à la limite, vous avez la gentillesse de me souhaiter quelque chose de bon, que ça soit ceci. Bertrand Serpe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Toulouse Métropole. Aujourd'hui, vous avez assisté à l'élection de Samuel Sett à la tête de la CPME Occitanie. Qu'est-ce que vous a inspiré finalement cette élection ? Vous avez suivi l'AG. Est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des engagements qui vous ont particulièrement
intéressé? Alors, malheureusement, je n'étais pas à l'AG. Par Oui. contre, je suis venu juste après. Et effectivement, nous avons pu constater qu'il y avait toute une effervescence autour de cette nouvelle présidence. Et nous en sommes très fiers parce que Samuel Seth, c'est à la fois une personnalité, un personnage, et puis aussi un homme d'entreprise, un entrepreneur qui a fait preuve, en tout cas, d'une grande, comment dirais-je, d'une grande force à travers ses convictions et à travers les idées qu'il veut faire passer au niveau de la CPME et de la CPME Occitanie et la CPME 31. Moi, j'ai rencontré Samuel Seth maintenant il y a 2 ans, lors effectivement d'un voyage à Las Vegas, et pour l'innovation, pour les startups, où j'y étais avec la délégation de la CPME 31. Et tout de suite, je me suis aperçu que c'était, à l'époque, il n'était pas président, il était secrétaire général ou délégué général de la CPME et 31. Et tout de suite, je me suis aperçu que c'est quelqu'un qui avait cette faculté à pouvoir à la fois être un homme d'organisation et un homme aussi de conviction et un homme finalement d'entreprise. Et sa personnalité m'a beaucoup plu. Et l'année dernière, lorsque je suis revenu, l'année suivante, donc à la CPME 31, avec cette délégation à Vegas, donc avec le CES, le grand salon sur l'innovation, le grand salon mondial, il n'était plus secrétaire général, il était président de la CPME 31. Et là, je me suis aperçu qu'il avait aussi une ambition forte pour les entreprises, les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne qui forment finalement le tissu, 99% en France, mais le tissu le plus important de nos entrepreneurs sur le territoire, en tout cas métropolitain et toulousain, et puis maintenant au niveau de l'Occitanie. Et cette ambition, elle est apportée à la fois par une certaine idée qui se fait, qui porte en tout cas avec ses collaborateurs et avec l'ensemble des personnes qui font partie de la CPME 31. Et cette ambition, elle correspond aussi à ce que nous souhaitons en tant qu'élus, et on est élu de la métropole, parce que je suis moi-même entrepreneur d'une petite entreprise, et j'étais entrepreneur en tout cas avant ce mandat, et je connais bien les problèmes que rencontrent aujourd'hui les PME, et finalement de se dire que la majorité des entreprises en France sont des petites entreprises et des très petites entreprises, voire des startups, et qui font finalement, sur lesquelles repose finalement la majorité finalement des forces vives de notre nation. Donc demain, si on veut construire cette industrie 4.0 qui fera finalement, on en parle souvent, grâce à la transformation digitale et numérique, qui fera la réussite de nos territoires, il faudra s'appuyer sur les forces vives des petites et moyennes entreprises qui forment nos territoires. Et ça, c'est très important. Et Samuel, il me semble qu'avec toutes les personnes qui travaillent autour de lui et tout son staff, ils incarnent vraiment cette volonté, en tout cas des territoires, cette volonté des territoires de faire la réussite de la France industrielle du XXIe siècle. Et nous, au niveau de la métropole, au niveau des élus et des politiques, on est là pour accompagner ces réussites-là. Et pour accompagner avec d'autres associations, avec d'autres corporatismes, finalement, la réussite et les emplois de demain. Ça fait partie de nos missions. Les missions ont été effectivement redessinées avec la loi NOTRe et notamment avec la région et la métropole qui prend sa part de responsabilité aussi sur la réussite de son territoire. Et je crois que sur les sujets que j'ai l'habitude de porter, qui sont le numérique, vous le savez bien, l'économie numérique et l'innovation, nous avons à cœur à travailler avec ce tissu de petites et moyennes entreprises et ces startups aussi sur le territoire pour faire réussir nos métropoles de demain. Qu'est-ce qui remonte, vous qui connaissez bien les startups, vous l'avez souligné depuis un certain temps, mais qu'est-ce qui remonte en ce moment des besoins des TPE, des PME dans le numérique? Et en quoi la CPME peut adresser ces... Finalement, une start-up, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de 2 choses. D'abord, elle a besoin d'une bonne idée au départ, parce que si on n'a pas une bonne idée, on ne peut pas développer justement sa start-up pour essayer de faire un modèle économique, un business model pour pouvoir développer une entreprise et des emplois plus tard. Mais elle a besoin aussi de financement. Donc ça, alors, il y a des dispositifs, notamment sur l'innovation, qui sont très, très, très puissants en France et qui, jusqu'à 1 million d'euros, on arrive à financer des entreprises. En deçà de 1 million d'euros, c'est compliqué. Et on a besoin des financements locaux et régionaux
qui permettent finalement à ces startups et ces entreprises de pouvoir, et ces petites et moyennes entreprises, de pouvoir avoir accès rapidement à un Ça veut dire financement. quoi? Ça veut dire qu'il faut structurer Ça veut l'aide dire parce que, locale? tout simplement, ça veut dire que simplement une start-up ou une petite entreprise, elle n'a pas ni les moyens ni le temps d'aller se déplacer forcément à Paris, à Londres, à Dublin ou même en Asie ou aux States. Donc elle a besoin d'avoir des financeurs locaux qui lui permettent à la fois, ça peut être aussi des fonds d'investissement comme on l'a créé au niveau de la région avec la métropole et avec la métropole de Montpellier aussi pour aider ces start-up, c'est avec le fonds IRDI Sodirec, pour aider ces start-up à leur développement. Puis elle a besoin aussi finalement de pouvoir avoir une puissance publique qui à côté porte finalement son développement à travers son réseau, à travers sa puissance sur le territoire. Et ça, on peut la porter déjà et l'améliorer. Et la troisième chose qu'elle a besoin, une petite entreprise ou une start-up, c'est de pouvoir avoir accès à la commande publique. Aujourd'hui, grâce à notre Small Business Act à Toulouse Métropole, on peut aider les petites et moyennes entreprises, grâce notamment avec un dispositif tel que l'allotissement, mais il peut y en avoir d'autres. Et Vous avez des remontées, vous savez on a des remontées c'est un aujourd'hui. écho favorable. Il y a 44% de PME qui ont répondu aujourd'hui sur les marchés publics de la métropole toulousaine, qui sont à peu près avec 4 milliards d'euros d'investissement. Donc, il y a des possibilités. C'est pas encore parfait. On peut encore améliorer le système, mais vraiment, on dit toujours le financement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand l'entrepreneur, il va voir son banquier, il va lui demander de l'argent pour pouvoir développer ses produits, pour pouvoir développer sa R&D, pour pouvoir finalement continuer à vivre et à survivre. Donc ça, c'est primordial. Donc je pense que cette combinaison entre le financement et l'action territoriale qu'on peut porter au niveau des PME et des TPE, ça permettra de développer nos territoires. Et nous, la métropole, on croit vraiment aux forces d'abord des métropoles et aux forces des métropoles qui peuvent, je n'aime pas ce mot, mais je vais le dire, ruisseler pour permettre le développement des territoires de l'aire urbaine toulousaine, puisqu'on est à Toulouse, mais des aires urbaines en général. Et le président Jean-Luc Boudin tient beaucoup, effectivement, dans ses actions territoriales, à pouvoir faire des forces vives de nos métropoles pour pouvoir les mettre ensemble et pour pouvoir faire la force de nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'État a de plus en plus de difficultés à aider les collectivités territoriales. Donc, avec effectivement les réductions drastiques sur les budgets qui sont alloués aux collectivités. Donc, on a trouvé des moyens sur les territoires pour pouvoir aider effectivement nos entreprises, nos petites entreprises, nos TPE et nos startups pour pouvoir faire la force et la réussite de ces territoires français et ce territoire d'Occitanie et ce territoire métropolitain, puisque je suis ici représentant le territoire métropolitain. Bertrand Serp, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Vincent Aguilera, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne. Alors, on discutait juste avant de prendre ce micro. Vous travaillez quelque part main dans la main avec la CPME 31. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien puisque je suis administrateur et j'ai pas eu l'occasion de féliciter Samuel Sett pour sa nomination. C'est un travail formidable qu'il a réalisé depuis peu de temps. Cette transformation avec Gilles Nakache, son prédécesseur, transformation à tous les niveaux, en termes de représentativité, en termes d'action, de dynamisme et de fédération. Je suis administrateur, effectivement, je ne fais pas partie du bureau, tout simplement parce que je suis aussi président de Chambre de métiers et d'artisanat de Haute-Garonne, qui me prend un certain temps. Il paraît, qui n'était pas prévu au départ, mais ça prend un certain temps, mais c'est très intéressant. Et qu'à côté de ça, je reste entrepreneur. Donc, je suis aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis obligé de tout cumuler. Et les liens que nous avons avec la CPME, et notamment la dynamique qui est insufflée par le président Samuel Sett, nous anime et nous anime au plus haut chef. Dans les parallèles et la transversalité entre la Chambre de métiers que nous avons réussi à conquérir il y a 2 ans et demi, pour laquelle vous connaissez un peu l'historique, nous n'étions pas du tout armés et nous avons réussi à gagner avec un travail de terrain. Aujourd'hui, ce travail, il faut le structurer. Il faut le structurer en faisant une passerelle, une transversalité entre les actions de l'organisation patronale syndicale, qui est la CPME, et l'action de la Chambre consulaire, qui est un établissement public administratif, qui a un périmètre notamment qui lui impacte les lois, notamment ses missions régaliennes.
Et nous devons absolument réussir à structurer la CPME dans sa conception du fait que les branches artisanales n'existent pas à la CPME. Nous avons beaucoup, et il l'a rappelé, de TPE-PME, mais nous n'avons pas de bouchers, de boulangers, de carrossiers, tout ce qui compose aujourd'hui l'artisanat. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail déjà d'intelligence, intelligence économique. Comment pouvons-nous, ensemble, structurer des branches, structurer des actions en direction du monde de l'artisanat, afin que nous puissions apporter tout ce qu'apporte un syndicat patronal, c'est-à-dire la défense de l'intérêt des entrepreneurs. Et il l'a rappelé, 99% de notre tissu français, c'est-à-dire le cœur et le poumon de l'économie française. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Ce ne sont pas les grands groupes. Et ce qui fait défaut aujourd'hui à la CPME, pour que nous soyons audibles, pour que nous puissions demain éventuellement conquérir d'autres territoires, je ne parle pas du 31, je parle des autres territoires, nous puissions apporter une réponse aux attentes des artisans qui sont finalement la tête dans le guidon, pire que ceux que sont les adhérents de la CPME. Aucun lien entre chefs d'entreprise, aucun lien social, aucun lien de cooptation, aucun soutien. Ils sont vraiment isolés. Alors, comment on fait, Vincent Aguilera? Comment on fait? On établit une règle par territoire, par périmètre. Combien d'artisans nous avons qui ne sont pas aujourd'hui fédérés? Alors, je ne parle pas que de la CPME, je parle des autres syndicats patronaux, MEDEF et UDP. Quelle est la réponse que nous pouvons apporter à ces chefs d'entreprise? Nous bâtissons ensuite tout un diagnostic et nous déployons un schéma directeur et des actions. Ces actions même que je suis capable d'apporter à la CPME afin que la réponse aux attentes de ces petits chefs d'entreprise puisse être audible. On ne va pas rentrer dans une technicité très compliquée. C'est simplement un accompagnement, c'est simplement un soutien, c'est simplement apporter une coopération collaborative entre la CPME et la Chambre de métier à des actions de développement économique de nos artisans, à des actions de protection des règles, des textes réglementaires que subissent en permanence ces petits artisans, plus qu'une PME ou une TPE, parce qu'ils le vivent très mal. Et donc, réponse à leurs attentes, et derrière, structuration des filières. Il faut absolument structurer les filières pour que chaque pair puisse parler à leur métier. C'est un gros chantier, Vincent Aguilera. C'est un gros chantier puisqu'il n'est pas... Tout le monde tire dans le même sens, il faut mettre de côté les querelles de chapelle, c'est amusant parce que dans les interviews qu'on a fait aujourd'hui, la notion de tête dans le guidon, de nez dans le guidon est récurrente. Il y a ceux qui ne voient pas forcément l'intérêt d'une représentation patronale ou syndicale, donc il faut convaincre. Il y a, la question c'est à quoi ça sert? Pourquoi j'adhérerais? À quoi ça sert? À quoi sert une chambre métier? Je l'entends souvent sur les territoires. À quoi ça sert? Cette question est récurrente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de représentativité de proximité territoriale. Pourquoi je prends du temps à aller sur les territoires? Pour expliquer ce qu'est la chambre de métier. Pas pour dire, vous avez une idée de création, venez vous enregistrer à la chambre de métier. C'est pas du tout ça ce qu'ils souhaitent entendre. C'est quelles sont les actions que nous pouvons leur apporter pour développer leur chiffre d'affaires. Quelles sont les actions pour leur faire émerger de nouveaux marchés en utilisant demain les nouvelles technologies d'information et de communication. On parle de robotisation, on parle d'industrialisation, on parle de beaucoup de choses dans le digital, de l'intelligence artificielle. Le monde de l'artisanat, il est loin de ça pour l'instant? Il est très très loin, très très loin, parce que pour eux c'est demain. C'est ce qu'a dit Samuel tout à l'heure. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et on s'épuise, et je m'épuise, à leur dire que s'ils ne prennent pas le train en route, ils vont le laisser passer, et demain, ils n'existeront plus. Alors, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Comment on pourrait faire? Très simplement en utilisant et à la fois les compétences humaines, territoriales des CPME, maillage sur le territoire, et la compétence première d'une action économique d'une chambre consulaire. Tout ça de façon intelligente, afin qu'on puisse
capter l'attention de ces entrepreneurs. On se donne rendez-vous quand? Alors dans 3 ans? Dans 2 ce ans et temps demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça marche, le rendez-vous est pris. Merci Vincent Aguilera Avec d'avoir plaisir. répondu à nos questions. Merci à vous. Jean-Eudes Duménil, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CPME. Alors là, on est au niveau national. Vous venez d'assister à l'Assemblée générale de la CPME Occitanie. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a titillé? Est-ce que vous dites finalement ça marche pas mal en région aussi? Oui, alors évidemment, ça marche pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'une part que c'est une région qui est quand même compliquée, puisqu'il y a 13 départements, donc ce n'était pas une évidence, loin de là. D'une part, une première satisfaction, c'est que la CPME a su fédérer les différents territoires autour d'intérêts communs aux entreprises, et notamment aux plus petites d'entre elles. Donc on voit bien qu'il y a des problématiques qui sont communes à tous les territoires. On pourrait parler par exemple de la pénurie de compétences. Et puis on voit bien aussi qu'il y a un esprit d'entrepreneuriat dans cette région, quel que soit le territoire. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire, il y a encore plein de choses à développer. Et puis ce qu'on sent, c'est une envie commune de réussir, à la fois pour la CPME et puis pour les PME, les TPE. Donc ça, c'est très important. Et c'est une satisfaction pour le secrétaire national que je suis. Est-ce que vous constatez l'émergence de nouvelles têtes, de nouvelles envies, des personnes qui étaient peut-être un peu éloignées finalement des représentations syndicales et qui s'y intéressent, qui ont envie d'insuffler une nouvelle dynamique? Oui, alors on a encore beaucoup de chemin à faire quand même, Ouais. parce qu'on voit bien que l'image du syndicalisme, y compris patronal, n'est pas bonne dans notre pays. Et à l'inverse, on voit aussi que l'entreprise, et notamment la PME, et surtout la PME, bénéficie d'une cote d'amour parmi les Français. Donc notre objectif, Comment on c'est fait pour évidemment combler cette dichotomie? voilà, faire concilier les deux Ouais. entre l'excellente image de la PME et puis l'image parfois un peu négative du chef d'entreprise. Pourquoi du patron de PME. un syndicat patronal, comme un syndicat tout court d'ailleurs, a une image un peu désuète ou alors de manque d'efficacité ou alors, enfin, je vous provoque volontairement. Non, mais pour plusieurs raisons. Je pense que d'abord, le militantisme, sous une forme un peu ancienne dans notre pays, a une image qui est un peu datée. Ce qui est un peu paradoxal, parce que quand on voit les jeunes aujourd'hui, ils ont un sens de l'engagement. Ils vont vers les causes qui sont liées à l'environnement en particulier. Donc, à nous de leur faire comprendre que l'entrepreneuriat mérite aussi qu'on s'y investisse, que c'est un formidable outil de développement personnel. Et Samuel Sett, notre nouveau président régional, le disait tout à l'heure. Quand vous rencontrez un chef d'entreprise, vous lui demandez pas d'où il vient, vous lui demandez pas quelle est sa couleur de peau, vous lui demandez ce qu'il fait, vous lui demandez quels sont ses projets, comment il se développe, quel est son chiffre d'affaires. Voilà, donc on voit bien que on est sur l'avenir et non pas sur le passé. Donc ça, c'est notre objectif, d'arriver à faire comprendre ça. Et croyez-moi, il y a du boulot. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des chefs d'entreprise qui nous disent « mais c'est très bien votre truc de CPME, mais finalement, ça me rapporte quoi ?» Et c'est vrai que ce n'est pas un retour sur investissement. En face d'une cotisation, vous n'avez pas directement un retour sur investissement. Par contre, vous avez un réseau, vous avez une aide quand vous en avez besoin, et puis vous avez aussi le fait qu'en tant que chef d'entreprise, vous sortez de votre isolement. Et ça, quand on discute avec les patrons de PME, on voit bien que beaucoup d'entre eux se sentent un peu isolés. De temps en temps, ils ont l'impression qu'ils sont seuls à avoir ces problèmes. Ben non, ils ne sont pas les seuls. Leurs collègues les ont On aussi. est une et grande moi, leur famille donner un et on galère nous aussi, mais on va vous aider. Ouais, mais dans le bon sens du terme. Vous avez raison, bien sûr. Oui, c'est c'est ça. pas un bien peu sûr. frustrant, Jean-Eudes Duménil, j'imagine que ça fait un certain temps que vous fréquentez la CPME au niveau national, de devoir, là on a vu le côté des entrepreneurs, les convaincre, ça c'est pas forcément frustrant et c'est normal qu'il faille tout le temps finalement faire venir les gens au syndicalisme, mais plutôt de se faire écouter du haut, quoi, de dire on existe, on est les PME, on est les TPE, on a envie d'être audible. Regardez, ça- youhou, on est là, il n'y a pas que le MEDEF. Sa réponse, oui, 3 fois oui. On n'arrête pas d'essayer de faire comprendre aux décideurs publics que la petite entreprise, ça n'est pas une grande entreprise au modèle réduit. Voilà. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre. Comment on fait évoluer les mentalités? Un chiffre qui a été donné par les personnes qui nous ont précédés dans ce studio, c'était de dire le tissu, c'est 99% des PME et des TPE. Pourquoi il y a encore ce fantasme sur les grandes entreprises? Oh, pour beaucoup de raisons. Alors, d'une part, en termes d'emploi, il faut quand même moduler un peu ces chiffres. C'est-à-dire que l'emploi salarié, c'est 57% dans Oui, les très grandes oui, entreprises. Et à l'inverse, c'est ça le paradoxe, vous avez en France simplement 2500 entreprises qui ont plus de 5000 salariés. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Alors comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Eh bien probablement en faisant comprendre aux décideurs politiques qu'il y a certes des enjeux en termes d'emploi, mais il y a des enjeux en termes de lien social, il y a des enjeux en termes d'aménagement du territoire,
Et puis entre nous, il ferait bien quand même de l'entendre. Je pense que les mouvements sociaux récents, et notamment la crise des Gilets jaunes, devraient leur faire prendre conscience qu'ils doivent écouter ceux qui sont dans les territoires, ceux qui font vivre les territoires, et ils ne le font pas suffisamment. On est dans un pays, vous savez, où nous, on est très frappés quand on parle de fiscalité. Il y a la fiscalité nationale, la fiscalité locale et la fiscalité écologique. Et on n'arrive pas à faire prendre conscience aux décideurs politiques que si vous diminuez simplement la fiscalité nationale et qu'en contrepartie, vous augmentez la fiscalité locale, ça ne sert à rien. Finalement, c'est la même poche. Toutes choses étant égales par ailleurs. Ils ont du mal à l'entendre. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi une partie de notre boulot. Et puis c'est faire en sorte aussi demain que les gens qui sont dans les cabinets ministériels soient pas simplement les pantouflés dans les grands groupes. On aura vraiment réussi le jour où ils seront en capacité d'aller dans les petites boîtes pour pantoufler. Exactement. C'est peut-être un objectif. Il n'est pas glorieux, mais croyez-moi, ce jour-là, on aura changé les choses. Merci Jean-Yves Duménil d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.